Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de venir à cette avant-dernière séance du séminaire Beyoncé. Séance 5 nuances d'une icône culturelle vers une pop cultivée. Beyoncé, l'impact des syncrétismes musicaux. Avec nous aujourd'hui Emmanuel Parent, qui est maître de conférences en musique actuelle et en ethnomusicologie à l'université Rennes 2. C'est une séance toute musicale. Vous avez écrit 2 articles notables sur Beyoncé, un dans une revue d'art contemporain et l'autre qui comparait Beyoncé aussi William Faulkner, grand auteur euh, américain du XXe siècle. En guise d'introduction de cette séance qui va être très musicale, on voulait partir euh, de la considération ou des considérations philosophiques de la pop musique comme genre musical, mais surtout comme forme esthétique et comme méta-catégorie désignant les musiques populaires et qui a connu des procès pour inauthenticité, caractère avilissant, abêtissant, voire même obscène. Le grand procès de la pop au XXe siècle, qui a fait date, il remonte à l'école de Francfort et à Théodore Adorno, que vous voyez sur la gauche, dans 2 textes majeurs qui sont Unpopular Music et le caractère fétiche dans la musique et la régression de l'écoute. Il y en a eu d'autres aussi ultérieurs dans les années 40 et les années 50. Pour Adorno, si on fait vite, la musique pop a un caractère infantilisant, aussi uniformisant, inauthentique et contradictoire. En un mot, un peu bête. Euh, il réagit, et c'est important de le montrer, dans les années 40 et 50 à l'émergence de ce qu'il appelle les industries culturelles, euh, hégémoniques, qui diffusent une musique à grande échelle pour conquérir les foules. Et cette musique, ou ces nouvelles musiques populaires, sont condamnées, selon lui, euh, à être des ersatz de la musique par rapport à une musique classique, peut-être aussi, d'aucuns diraient, plus élitiste, sinon plus directe et plus savante. C'est une condamnation donc directe et en règle des nouveaux genres et de leurs paradoxes. Euh, il parle surtout, Théodore Adorno, de la musique des années 30 diffusée à la radio, notamment les œuvres de la Tin Pan Alley. Il a eu des mots, et ça Kevan Javadzadeh nous l'a dit en séance de très très polémiques sur le jazz, par exemple, euh, mais aussi donc sur la pop et sur le rock. Mais un dépassement de cette lecture peut être possible, plus de 80 ans après, à la faveur de renversements donc épistémologiques, la condamnation de la pop, que l'on pourrait taxer d'élitisme ou d'aristocratie ou de mépris, et peut-être à dépasser, et ça a été fait par une grande lectrice de Théodore Adorno qui s'appelle Agnès Guéraud, et qui, dans Dialectique de la pop, mise sur le dépassement de ce prisme contempteur. Il y a une reconnaissance des rapports entre l'industrie musicale, le capitalisme et la pop musique, mise en confrontation des 2 formes de musique, c'est-à-dire le direct, le hic nunc de la musique dite classique, et l'enregistrement de la musique pop avec des techniques, de la reproductibilité. Euh, Elle le dit donc dans la deuxième partie de cette citation, l'enregistrement et ses conséquences auraient avant tout dégradé la musique, altéré ce qui la préservait, imagine-t-on autrefois, de la standardisation, jusqu'à produire à la chaîne une forme de musique consommable, accessible à tous, universellement médiocre. Elle cite là les analyses d'Adorno. Comparé donc Beethoven et le dernier tube international, ce déclin ne saute-t-il pas aux yeux? Or, on trouve aussi dans l'introduction de son ouvrage donc un appel à dépasser cette lecture euh, et refuser du moins cette posture peut-être un peu aristocrate, condescendante, typique aussi du XXe. Cette fausse question est bien sûr un sophisme où l'on compare confusément un génie universel et une œuvre anonyme, un compositeur et un genre, et non 2 œuvres entre elles, relevant de 2 arts différents. Pour le contrer, on ne peut se contenter toutefois d'en appeler à un peu plus de bienveillance, qui virerait vite à une pâle condescendance envers les productions de pop qu'on entend partout. La pop est savante, pour Agnès Guéraud, dans son aspect surtout référentiel, pratique de citation et pratique d'emprunt. Euh, c'est donc ce qui a donné le titre à cette séance, syncrétisme. Euh, on trouve des emprunts à toute la musique dans la musique populaire. Elle est faite d'hybridation et d'appropriation. On pourrait même dire qu'elle mange à tous les râteliers, dit Agnès Guéraud. Elle emprunte ici à Bach, ici à la musique concrète, ailleurs à Varèse ou à Ravi Shankar. En pop comme ailleurs, dans d'autres formes musicales, la musique en tant que telle circule librement.
Donc la pop a évolué, tout comme les discours qu'on a portés sur la pop. Aujourd'hui, les débats contemporains euh, peuvent se fixer autour de la viabilité ou de la légitimité des étiquettes des genres musicaux. La pop, musique populaire, en tant que forme esthétique, puise encore plus dans divers horizons selon une logique peut-être de décloisonnement. Rien ne rentre a fortiori dans une case. Influence de la postmodernité, de la déconstruction, ou un élément fondamental de la pop musique si on suit Agnès Guéraud, c'est objet à débat, mais la musique populaire semble se dégager de carcans en allant explorer ailleurs. Juste à titre d'exemple, on peut penser à Rosalia, de manière très contemporaine, qui a porté, disent les journalistes et les critiques musicaux, les sonorités latines à un rang mainstream assez conséquent, en explosant pas mal de records. Cette évolution de la pop musique, donc, elle s'observe aussi dans une progression vers la liberté. Alors Tyler, the Creator, ça on en parlera surtout après, a pu s'inscrire en faux face à une certaine considération qu'il jugeait raciste en 2020. Billie Eilish, vous le voyez à gauche, a réfuté cette appartenance à un genre, et ça remonte, c'est une problématique qui remonte déjà en 2016. Genres are dead, Drake étant un des bons exemples, mais surtout le majeur, comme on va le voir, Beyoncé. Cette étude et cette évolution de la pop musique, elle peut s'observer par une petite étude de cas qui est assez intéressante dans le cas américain, qui est la pratique de l'insulte et de l'obscénité. L'industrie américaine dont parle Adorno, notamment dans Culture Industry, un texte qui commence à dater, n'est pas américaine pour rien, parce que si une industrie musicale ou culturelle, pour plaire au plus grand nombre, elle doit proposer en musique des rythmes, des paroles consensuelles. Et c'est intéressant si on prend en compte le puritanisme d'une Amérique qui est quand même assez prude, et qui, dans les années 80, a bien montré les enjeux d'une pop qui devait être aseptisée. Peut-être que tout le monde a en exemple le Parental Advisory, Explicit Lyrics. Ça vient donc du PMRC, le Parent Music Resource Center, qui a abouti à la chanson des musiques populaires. Il y a un petit texte à côté, c'est une... donc il me semble la femme d'Al Gore, qui était scandalisée par le fait que sa fille entende et écoute des paroles jugées obscènes d'une musique de Prince. Et donc ça a abouti à des lois puritaines conservatrices qui ont censuré la pop musique du rock au blues, des sons d'ACDC qui ont été concernés. Les contenus sont donc censurés, il y a des versions bipées et éditées, et ça, pas mal de journalistes et d'experts l'ont montré, c'est-à-dire que plus une chanson est bipée, moins elle est passable en radio. Moins on peut la passer en radio, moins on fait potentiellement d'argent. Donc l'industrie de la pop et le star system au début du XXe, si on prend l'exemple de Britney Spears par exemple, mise sur une absence, contrairement au rap, contrairement au hip-hop, de slur, d'insultes. Mais là encore, les choses ont changé, puisque l'insulte a marqué un changement dans les productions mainstream, contrairement aux années 2000. Il y a une étude récente qui a été faite aux États-Unis en février 2020, qui a analysé la progression conséquente de la musique populaire vers une plus grande obscénité et la présence d'injures, quels qu'en soient les motifs, raciales, sur le sexe, sur le genre, sur la sexualité, tout peut y passer. En résumé, la conclusion est la suivante. Le hip-hop et le rap, qui ont vraiment émergé comme des piliers de la musique pop et mainstream depuis quelques décennies, après avoir été marginaux, sont devenus plus vulgaires. La pop comme genre, qui a puisé dans ses sonorités et ses pratiques musicales, a aussi tendu à devenir plus directe et plus obscène, selon les termes des experts. La progression de l'insulte, elle peut aussi correspondre, et j'en arrive à ce sujet-là, de Beyoncé, dans les bandes chronologiques de sa discographie. On remarque, là il y a un petit graphique, certes un peu élémentaire, vous me pardonnerez, une progression de l'insulte dans les paroles des albums solo, donc de 2003 à 2022. On voit une explosion, surtout entre les monnaies des Renaissances, mais qui s'annonce avec Beyoncé, et selon une logique de cryptage, il y a 3 insultes dans l'album Fort, elle s'auto-censure, Beyoncé. Ce ne sont pas des mots qu'elle elle ne prononce pas, je le dis, motherfucker, mais murderer. Elle s'auto-censure, elle n'est pas censurée par la radio, et ensuite, elle laisse libre cours à une pratique plus libre du juron. On peut l'interpréter, il me semble, de 2 manières. Libération à l'égard du carcan de l'industrie musicale uniformisante, à la fabrication de la star lisse, qui ne fait pas débat,
qui est consensuel, qui parle à tous, et qui ensuite, à mesure que sa carrière, à mesure qu'elle devient indéboulonnable et qu'elle devient puissante, explore aussi sa liberté. Seconde interprétation, progression aussi vers un melting pot et un syncrétisme musical qui emprunte à des codes de genre qui utilisent l'insulte et le juron. Si on compare, la facture assez R&B de Dangerously in Love, de B-Day ou même de I Am Sasha Fierce est en contraste avec l'exploration musicale des différents horizons musicaux qui se profilent des Beyoncé, où on a plus d'électro, peut-être plus de rock, blow et le funk qui ont été présents et qui culminent avec Lemonade, on va le voir, dans le rock, le blues, la soul, la country, et ensuite avec Renaissance, l'hommage à la culture ballroom, à la trap, l'électro, la dance et la pratique du beach trap. Alors, Beyoncé, comme symbole d'une musique populaire internationale, incarne bien ce changement vers un syncrétisme musical, et c'est ce qu'on va voir. Cette évolution, c'est aussi celle d'une notion qui est centrale dans la carrière de Beyoncé et dans l'histoire de la musique aussi américaine, c'est celui de la Great Black Music. Et là, j'en fais appel à Hubert Artus, qui est un journaliste et qui, dans Pop Corner, la grande histoire de la pop culture, a intégré et intègre Beyoncé au même titre que Rihanna aussi dans l'histoire monumentale de la musique noire, ce qu'on a pu appeler, toute proportion gardée face à l'étiquette, la black music outre-Atlantique. Alors l'expression de Great Black Music, elle est forgée en 1965 à Chicago, mais les racines sont plus anciennes encore. Hubert Artus, dans son histoire et dans ses deux extraits, retrace toute cette origine, toute cette variété sociale, géographique aussi de cette musique. Et Beyoncé est dans le droit fil d'artistes qui ont révolutionné la musique mondiale, Fela Kuti, Billie Holiday, Miles Davis. C'est un ouvrage qu'on vous conseille, qui est très général, mais dont la seconde partie se rive vraiment sur les enjeux musicaux. Et c'est cette dernière phrase qui va me permettre de lancer notre invité d'aujourd'hui. C'est peut-être en fait la plus grande aventure politique et artistique de l'histoire moderne que celle de la Great Black Music, dans laquelle Beyoncé s'intègre parfaitement. Ok, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Bien sûr, je suis très heureux de venir ici. J'ai beaucoup entendu parler de ce séminaire. Merci d'avoir lancé effectivement le propos de ce soir. Effectivement, bon, le titre est de vous. J'ai juste un peu modifié sur un mot. Vers une pop cultivée, Beyoncé, la signification des syncrétismes musicaux. Et effectivement, on peut faire le constat. On fait le constat de l'évolution impressionnante du positionnement politique, idéologique de Beyoncé depuis Destiny's Child jusqu'aux albums des années 2010. La question que je vais me poser aujourd'hui, c'est qu'en est-il dans le domaine proprement sonore, qui après tout est prioritairement le sien comme artiste, chanteuse africaine-américaine. Effectivement, on peut penser la période Destiny's Child sur le principe posé par la Motown dans les années 60 avec l'entrepreneur archétypique Berry Gordy qui justement avait pensé toute la production musicale de son label, de ses labels en fait, parce qu'il en avait plusieurs, en fonction de la demande du marché mainstream, du marché blanc. À l'origine, c'est-à-dire faire une musique consensuelle qui ne choque pas, et c'était vrai à tous les niveaux, au niveau visuel, mais aussi au niveau sonore. Et il y a vraiment cette idée d'une dépendance de la production musicale vis-à-vis de la réception de la consommation. Donc vraiment l'archétype de l'hétéronomie aussi, selon Adorno, puisqu'il fallait que la musique ne choque pas et convienne aux attentes de ce marché mainstream. Alors, par contre, ce qui est intéressant dans la Motown, c'est que, d'ailleurs, il est cité dans la lignée de la Great Black Music, c'est pas du tout perçu dans l'histoire comme une forme de trahison. Au contraire, ça fonde aussi autour du concept de black capitalism, c'est-à-dire que plus la Motown avait du succès, plus une sorte de fierté rejaillissait sur la communauté noire. Et ça, c'est intéressant, ce paradoxe, et Beyoncé y reparticipe. En tout cas, c'est clair que voilà. Ton graphique est intéressant, d'ailleurs, cette progression. Au niveau du son, voilà, à la fin des années 90, Destiny's Child, c'est une musique voilà, assez consensuelle à de nombreux égards. Voilà, c'était mon premier point. La question du R&B
et l'héritage de la Motown dans l'idéal commercial du crossover. Crossover, ça veut dire quoi? C'est sortir des charts racialisés, hein, qui poursuivent l'histoire des musiques africaines-américaines depuis les années 1920, depuis le début de l'industrie phonographique. On avait les race records dans les années 20-30. Ensuite, la notion de rhythm and blues, en fait, en 48, hein, le terme remplace race record. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a une culpabilité aussi de ce vocabulaire racial dans la catégorisation musicale. Et donc, rhythm and blues remplace race record. Soul music, c'est la même chose. Et puis, on arrive à urban music. Hein. Bon, il y a toute cette évolution, mais finalement, c'est toujours un peu cette catégorisation raciale vis-à-vis de laquelle s'est insurgé voilà, Tyler, the Creator. Tu as passé une slide tout à l'heure. Donc, il y a toute cette histoire. Et le crossover, c'est justement sortir de cette catégorisation aussi pour toucher un public beaucoup plus large, à la condition de respecter une forme de standardisation. Donc, c'est tout le paradoxe. Alors, vous en avez une notion, enfin, tout le monde connaît Beyoncé ici, bien sûr, donc on voit bien cette diversité que tu as citée, Victor, dans les années 2010. Que signifie-t-elle? Alors, évidemment, je vais m'intéresser donc à la figure de Beyoncé comme musicienne, compositrice. Alors, est-ce que c'est une compositrice? Elle signe, j'ai quelques slides après qui montrent un peu les crédits, l'octorialité. Elle signe je vais m'intéresser à Lemonade aujourd'hui. Hein. Elle signe tous les morceaux. Hein. Elle apparaît comme autrice, compositrice, mais à côté évidemment de plein d'autres auteurs. Et ce que j'appelle la boîte noire de Parkwood Entertainment. Finalement, dans cette soirée, à chaque fois que je dirais Beyoncé, vous pourrez entendre Parkwood Entertainment, parce que j'ai pas enquêté justement sur ce qu'il y a derrière. Je suis resté de l'autre côté de mon ordinateur en prenant les vidéos YouTube ou les MP3 qui sortaient, et voilà, mais c'est en fait très dur. C'est une boîte noire qui est très dure à hacker. En fait, peut-être que l'enquête est possible, mais il me semble pas qu'elle ait été vraiment faite, parce que ça fait partie de l'industrie de la culture de ne pas révéler comment les choses ont été produites. Voilà. Donc c'est une forme enfin, je vous préviens justement, ou de mise en garde, voilà, de mise en garde sur cette boîte noire que je ne perce pas, et donc je vais plutôt considérer voilà, les sons de Beyoncé comme des textes que je vais essayer d'analyser depuis l'autre côté du miroir. Alors effectivement, Lemonade nous intéresse parce qu'il y a une palette stylistique assez vaste, hein, tous ces styles musicaux qui ont été cités. Alors, on pourrait parler de la question du genre musical. Moi, je ne pense pas que les genres sont morts. Au contraire, enfin, en fait, c'est une question philosophique. Mais si une catégorie est imparfaite, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin au quotidien, quoi. Donc, et de fait, les Lemonade utilisent plein de genres, mais on a besoin de les citer pour en apprécier justement la diversité. Donc, catégorisation générique diversifiée, et aussi des sources samplées extrêmement larges. Hein. J'en ai indiqué quelques-unes, je ne sais pas si c'est très lisible derrière moi, mais de la Isaac Hayes, de la soul des années 60, Led Zeppelin, le rock classique, mais des choses plus cryptées, Animal Collective, rock britannique du début des années 2000, assez indépendant, Burt Bacharach, qui est un songwriter très mainstream des années 60, Kaleidoscope, rock psychédélique, hein, qui forme le son de base de Freedom, des field recordings, on en reparlera, ou d'autres références à l'univers du rap plus immédiatement contemporain. Alors là, vous avez justement les crédits de Lemonade qu'on peut tout simplement trouver sur le site de Beyoncé, où on voit voilà, justement une sorte de production voilà, pléthorique, quoi. Et ça me fait penser au livre de John Seabrook. Alors là, on parlait de hacker la boîte noire de l'industrie de la musique. John Seabrook a écrit un livre, c'est un journaliste du New York Times, qui a fait une enquête en fait, sur la production de la musique mainstream, qui est traduit en français récemment. Ça s'appelle Hit, la fabrique des tubes, quelque chose comme ça, où voilà, il montre comment, en fait, depuis la Timpanalé, les hits internationaux sont toujours des produits collaboratifs. On ne sait jamais ce qui va marcher, mais on a quelques idées des recettes qui pourraient quand même nous amener à ça. Et il y a cette idée d'une collaboration. Donc, vous voyez le nombre de producteurs. Et en rouge, c'est en fait les auteurs des samples qui sont crédités. Donc, par exemple, sur Don't Hurt Yourself, on en parlait tout à l'heure, on voit James Page, Robert Plant, John Paul, Jones et John Bonham, qui sont bien sûr les musiciens de Led Zeppelin. Et puis, voilà, on voit en dessous Feature Sample from Led Zeppelin Recording When the Levee Breaks. Voilà.
Voilà, ça c'est la suite de l'album, hein. Donc on voit cette grande diversité de sources. Donc la question que je pose, effectivement, tu as cité le terme, est-ce qu'on a affaire là à une réactualisation de l'idéal de la Great Black Music? La Great Black Music, donc tu as mentionné que c'est un terme qui avait été inventé dans les années 60 par ce groupe du free jazz d'avant-garde. On n'est pas du tout dans le domaine de la musique mainstream, on n'est pas du tout dans la Motown, on est dans le free jazz avec l'Art Ensemble of Chicago, qui ont théorisé ce concept, mais on peut retrouver des choses chez Duke Ellington aussi, qui parle de classical black music. Toujours, les musiciens aussi étaient gênés par les catégories génériques qui venaient de l'industrie du spectacle. Don't call that jazz. Voilà, tout le temps et aussi ce malaise, hein. On pense à Charles Mingus aussi, qui est très mal à l'aise vis-à-vis du mot jazz, parce que c'était considéré aussi comme des assignations de l'extérieur. Et ce concept de Great Black Music, donc là, j'ai une slide, ça vient d'un catalogue d'exposition, parce que j'avais participé à une exposition qui avait eu lieu à la Cité de la Musique il y a une dizaine d'années, Great Black Music précisément, et j'avais édité le catalogue, et j'avais réutilisé en fait la définition par George Lewis, qui lui-même fait partie de cette mouvance free jazz des années 60 de Chicago, mais il a plus travaillé après sur la musique électroacoustique, musique expérimentale. Et voilà, il définit ici cette notion de Great Black Music comme un slogan, quelque chose de militant, qui veut insister sur justement la grandeur de la tradition musicale noire. Et l'idée d'ajouter great pour sortir aussi uniquement de l'assignation ethno-raciale de black music. Mais le terme dépasse le simple effet d'annonce. Il y a l'idée de la revendication, effectivement, de cette notion de diaspora panafricaine. Dès qu'on commence à faire des liens entre blues, jazz, soul, R&B, eh bien, on est obligé d'aller du côté du reggae. On est obligé d'aller du côté de la musique portoricaine. Donc on sort des frontières nationales des États-Unis et ensuite on va jusqu'à l'afrobeat. Donc cette fois-ci on se retrouve au Nigeria, en Afrique, qui lui-même est une musique influencée par le jazz des années 30 et même le free jazz. Et donc finalement la Great Black Music, c'est une sorte de construction en acte d'une identité panafricaine. Alors je parle bien de construction. C'est pas un héritage d'une musique noire qui flotterait tel un fantôme par-dessus l'Atlantique, mais c'est bien des intentions de musiciens qui volontairement construisent la notion de diaspora musicale. Effectivement, la diaspora, c'est moins un état de fait, la dispersion des afrodescendants aux quatre coins de l'Atlantique, que une dynamique volontaire d'intellectuels, de musiciens qui font des voyages, qui organisent des conférences panafricaines, qui éditent des anthologies, qui produisent des albums, qui se déplacent en festival. Et voilà, ça sur la dimension construite, dans lequel ils vont insister sur des parallèles, des points communs, y compris musicaux. Et là, on passe de ce que parfois les anthropologues ou les théoriciens de la culture et de la culture noire parlent de la distinction, c'est Papendiaï dans La condition noire qu'il avait actualisé pour la France, entre identité fine et identité épaisse. Et l'identité fine, l'identité raciale fine, c'est la définition de l'extérieur, finalement, ne pas être blanc. L'identité, donc c'est lié à la discrimination, à l'histoire de la discrimination dans le monde occidental contemporain. Et l'identité épaisse, c'est finir par retrouver malgré tout des points communs. Et la musique est ce lieu, finalement, d'actualisation d'une forme de point commun. Donc c'est ce qui est dit dans cette citation. Ces traits reposent moins sur la couleur de peau que sur l'origine ethnique et géographique commune, l'Afrique de l'Ouest, et sur un ensemble d'expériences partagées. Voilà, donc dans Great Black Music, c'est ce que dit George Lewis, il y a une dimension un peu militante aussi dans le terme. Et c'est vrai qu'on aurait pu croire aussi qu'à l'issue des années 60, qui est la grande époque de la construction panafricaniste, aussi bien d'une connexion entre musique et revendications politiques, on pense à James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, mais on pense aussi aux musiciens de free jazz. Et on peut avoir l'impression qu'après, ça a un peu décliné, quoi. Et dans les années 80-90, le hip-hop n'a pas repris en main cette dimension de Great Black Music. Et justement, le triomphe du gangsta rap dans les années 90, c'était un petit peu... on est retourné sur des frontières nationales avec un dédain très américano-centré
pour le monde panafricain. Alors il y a bien quelques groupes comme The Roots, par exemple, dans les années 90, qui revendiquaient cet héritage de la Great Black Music, mais c'est comme si ça avait un petit peu disparu. Et effectivement, les années 2010 sont une époque de retour d'une conscience politique, y compris dans la sphère mainstream. Et évidemment, Beyoncé se situe exactement à ce point-là. Donc, ce serait la thèse que je vais défendre ce soir, c'est la diversité stylistique de Lemonade peut être entendue, et on peut tous l'entendre, et musicologue ou pas musicologue, on est frappé esthétiquement par cette diversité, et qu'est-ce qu'elle induit chez nous. Cette diversité peut être entendue comme une affirmation afrocentrée de la cohérence de cette tradition musicale noire. Donc ça, c'est un premier point, et c'est ce que, dans l'extrait que tu as montré aussi, hein, l'idée que simplement revendiquer la Great Black Music, c'est un positionnement politique pour parler justement de cette tradition chez une communauté, chez un peuple, si on peut l'appeler comme ça, le peuple noir américain, qui est précisément crédité pour n'avoir aucune histoire dans l'imaginaire racial américain. Les afrodescendants, les noirs américains sont le peuple sans histoire, sans racines. Et précisément, la Great Black Music, c'est une revendication performée de cette histoire au long cours. Mais le deuxième point, outre l'affirmation de la dimension politique de cette notion de Great Black Music, c'est ce qui m'a intéressé aussi dans mes recherches sur Beyoncé, sur Lemonade, c'est la dimension ancrée, localisée, pas n'importe où, c'est pas la Great Black Music en soi, c'est la Great Black Music depuis le point de vue texan et louisianais, qui est celui de Beyoncé, et que j'essaierai de caractériser en conclusion comme un espace caribéen. Enfin, pas que en conclusion d'ailleurs. Voilà, donc je surveille l'heure et je vous propose 3 parties. L'analyse de 3 morceaux, Hold Up, Freedom et Formation. Peut-être je serai un peu plus bref sur Formation, puisque je pense que vous en avez déjà parlé aussi. Et ces 3 chapitres me serviront à montrer différentes choses. Le premier, ce serait plutôt justement sur cette dimension de pop cultivé, cette diversité entre des pôles assez différents, l'art contemporain d'un côté, les religions afro-caribéennes, afro-diasporiques de l'autre, et une culture populaire, très mainstream, mais localisée dans l'espace jamaïcain, ce que j'appelle culture dancehall. Deuxièmement, le morceau Freedom et ce que j'ai appelé les fondations silencieuses de la Great Black Music, notamment je discuterai ici là, de la question du sampling et du sens qu'on peut accorder au sampling dans cette tradition noire américaine spécifique. Et puis Formation, évidemment, un morceau très important, avec la question, la question louisianaise. Et résilience diasporique au sens, peut-être qu'on s'ouvrira aussi sur la discussion sur la Nouvelle-Orléans, sur le Texas, les relations entre Houston et la Nouvelle-Orléans, et l'histoire personnelle de Beyoncé, et l'histoire des traumatismes en fait, des communautés noires dans le sud des États-Unis au XXe siècle. Ok, donc Hold Up. Art contemporain, Santeria et culture dancehall. Là, à gauche, vous avez une capture d'écran du clip. À droite, c'est une photographie de mon collègue Lewis Watts, qui est photographe américain et professeur à l'université Santa Cruz, émérite maintenant, qui a photographié pendant 20 ans, 30 ans à la Nouvelle-Orléans. Et tu as évoqué là un article que j'avais écrit dans une revue d'art contemporain sur Lemonade. Et je l'avais invité en fait parce qu'il a fait tellement de belles photos justement de la Nouvelle-Orléans notamment, à proposer des photos de son répertoire qui font écho à Beyoncé. Parce que justement, Beyoncé est un produit très mainstream. Parfois même, on va le voir, elle pille à droite à gauche. Et elle ne crédite pas, elle a des procès réguliers. Bon, ça, c'est l'histoire de la musique. Donc, est-ce qu'on peut... En fait, j'ai voulu mettre en contrepoint un travail plus artistique et ethnographique, voilà, ces photos noir et blanc. Pour montrer comment Beyoncé aussi puise dans une certaine
profondeur émotionnelle de ces villes du sud des États-Unis. Donc vous allez voir plusieurs fois des photos comme ça en noir et blanc qui font un petit peu écho. Donc c'est des photos du photographe Lewis Watts. Okay. Donc voilà, désolé, j'ai un peu raté le début, mais vous connaissez sans doute le clip. Donc elle est totalement immergée dans une pièce remplie d'eau. Elle médite sur l'infidélité de son mari, qui est le propos, l'intrigue principale, ou initiale en tout cas, de Lemonade, et prête à déverser ses émotions. Elle sort de cette pièce, de son confinement, en ouvrant une double porte qui laisse jaillir un puissant flot d'eau. Alors, elle est magnifique, évidemment, dans cette robe jaune safran, signée par un couturier italien, Roberto Cavalli. Bon, il y a toute une histoire derrière cette robe. En fait, c'est Parcours Entertainment, c'est-à-dire qu'elle a toute une équipe qui est capable d'aller chercher dans le monde entier. Elle a une idée, et il y a une idée qui émerge de son équipe, et quelqu'un va aller chercher exactement la pièce qu'il faut. Ici, c'est la robe du couturier italien Roberto Cavalli. Et on va voir que cette robe est importante. Beyoncé déambule dans la ville, armée d'une batte de baseball, et elle explose différents objets qui se trouvent sur son chemin. Vitres de voiture, vitrines, bouches d'incendie, et pour finir, la caméra elle-même. Donc là, il y a une expression forte aussi de la colère d'une femme. Est-ce que les femmes ont le droit d'être en colère dans l'espace public? On pense au débat entre Trump et puis Hillary Clinton, où le moindre début d'agressivité d'Hillary Clinton lui était immédiatement reproché. On pense aussi à l'attitude de Michelle Obama pendant toute la campagne d'élection de Barack Obama, où il ne fallait surtout pas qu'elle apparaisse comme une femme noire en colère, puisque ça allait tout de suite lui être reproché. Donc évidemment, il y a quelque chose de jubilatoire dans cette expression sur l'espace public d'une forme de colère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une citation très précise d'une artiste contemporaine, Pippi Lottiriste, qui 20 ans plus tôt avait fait une performance vidéo. Donc là, on est dans le domaine de l'art contemporain. Pippi Lottiriste, une artiste suisse, qui dispose d'une forte légitimité dans le monde de l'art. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de parallèles, quoi. Évidemment, le fait de casser des voitures, mais cette jubilation, cette légèreté, côté slow motion aussi, et puis le fait qu'il n'y a que des personnages féminins dans la scène. On voit là un officier de police qui est une femme, et qui, au lieu de la verbaliser, va lui faire un clin d'œil de sororité, en fait, de connivence. Ok. Donc ça, cette première référence à l'art contemporain, mais donc se superpose effectivement plusieurs références assez précises aux religions afro-diasporiques. J'avais lu quelque part que lors de la première projection du film, sur Twitter, des fils étaient immédiatement mis en scène avec des tweets du style I see you, Bay, channeling Oshun. Je te vois, j'ai capté ta référence, tu es en train de canaliser, mais un terme très précis, une divinité du panthéon Yoruba qui est Oshun, la déesse jalouse qu'on retrouve dans la santeria cubaine, qui est... on la retrouve aussi dans le vaudou haïtien. Oshun est une déesse jalouse, revancharde, toujours méfiante envers son amant volage, le dieu Shango. Voilà. Et donc, pendant tout l'album, c'est pas que dans Hold Up, Beyoncé apparaît comme, on dirait en termes de Santeria, elle est l'épouse de Oshun. Alors ça semble un petit peu bizarre, puisque Oshun est une femme, mais l'épouse, c'est-à-dire elle est associée à cet esprit, cette divinité du panthéon Yoruba ou néo-Yoruba, celui qui a survécu dans les Caraïbes, notamment à Cuba ou à Haïti. Et pourquoi elle est associée à Oshun? Eh bien, ici, vous avez une représentation, une peinture contemporaine de cette déesse Oshun. Évidemment, la couleur jaune, très importante, et l'association à l'eau. Voilà, c'est une divinité des rivières. Et donc, on comprend maintenant l'eau du début, cette signification, la couleur, l'importance de la couleur jaune. Et on retrouvera d'autres références un peu plus tard dans l'album.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une référence immédiatement compréhensible. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'archéologique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie popularité des religions afro-diasporiques, y compris aux États-Unis. Là, je me réfère aux travaux de Pauline Gued, qui est anthropologue à Lyon, qui a travaillé sur ces religions néo-africaines, qu'on pourrait croire un peu issues d'une sorte de revival New Age des années 70, mais qui ont une vraie réalité, qui sont très, très importantes, et qui sont liées notamment à l'immigration caribéenne aux États-Unis, dans les villes. Et donc, de plus en plus des... Voilà, et donc, c'est pas simplement une sorte de petit clin d'œil de Beyoncé, mais ça correspond à une vraie réalité pour toute une partie de son public. Voilà, et on pourrait lire le poème Daniel, qui fait plein de références à des choses assez précises. Justement, j'ai essayé de changer. Bon, là, elle parle de sa relation à Jay-Z, mais elle fait des clins d'œil à des pratiques rituelles, justement, de ces spiritualités afro-diasporiques présentes aux États-Unis. Alors, ça nous renvoie au hoodoo, au vaudou de la Nouvelle-Orléans, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais c'est un mélange, en fait, entre pratiques protestantes, pratiques catholiques, pratiques de religion animiste. Voilà, ne pas avoir de rapport sexuel, ne pas passer devant des miroirs, s'habiller en blanc, se taire, dormir par terre, etc. Et puis, il y a I was baptized in a river, got on my knees and say amen, and said I mean. Là, il y a une sorte de transgression, justement. Là, on est vraiment dans le syncrétisme entre des préceptes du catholicisme et leur transgression codée dans le cadre de ces religions afro-diasporiques auxquelles Beyoncé fait référence assez précisément. Alors ça entretient justement ce qu'on appelle le mythe de la Conjure Woman, c'est-à-dire de la sorcière, d'une certaine manière. Je ne sais pas si la traduction est adéquate. Là, je fais référence à un article voilà, qui s'affiche à l'écran de Kenita Brooks et Camilla Martin, qui sont à l'origine d'un beau recueil, The Lemonade Reader, qui est issu d'un blog qu'elles avaient tenu pendant la sortie de Lemonade. C'est vrai que Lemonade a occasionné un nombre de productions critiques vraiment considérable en fait à l'époque de la sortie. Il en est, voilà, elles en ont produit un recueil, The Lemonade Reader, dans lequel il y a cet article très intéressant, I used to be your sweet mama, Beyoncé at the crossroad of blues and conjure in Lemonade. Et effectivement, là, elle se place dans les pas d'autres prédécesseuses, et notamment les blues women de la période du blues classique des années 1920, comme Bessie Smith, Ma Rainey, par exemple. Voilà, donc c'est pas une référence directe dans le clip de Beyoncé, mais évidemment, ça fait penser à des œuvres comme celle des blues, qui faisaient référence à la pratique du vaudou, donc sans le H dans la culture de la Nouvelle-Orléans, Louisiana Hoodoo Blues, par exemple, de 1924 de Ma Rainey. J'indique une autre référence, celle de Zora Neale Hurston, qui est donc une anthropologue, une écrivaine noire américaine des années 20. C'est l'élève de Franz Boas, pour ceux qui connaissent, grand anthropologue américain du début du XXe siècle. Et Franz Boas était un des rares anthropologues avant la Seconde Guerre mondiale à ne pas croire aux théories des races, en fait. Parce que, évidemment, après 1945, tout s'est effondré et Lévi-Strauss a écrit Race et culture, c'était une commande de l'UNESCO pour expliquer que en fait, la race, ce n'était pas un concept scientifiquement valable. Mais 20 ans, 30 ans plus tôt, c'était plutôt un lieu commun, y compris chez les anthropologues culturalistes. C'est quand même assez fou. Mais Boas, lui, ne faisait pas partie de ça et il voulait démontrer que ce racialisme phénotypique était une absurdité. Et il demandait à Zora Neale Hurston de mesurer, de faire de la crânométrie à Harlem pour montrer à Absurdo que ça n'avait aucun fondement. Voilà. Bon, Zora Neale Hurston ensuite a fait du terrain dans le sud des États-Unis et elle a documenté les pratiques de vaudou à la Nouvelle-Orléans. Elle s'est même fait initier dans des cultes. Et donc on a des textes d'ethnographie très précis des années 20 et 30 qui font écho à ce que raconte Beyoncé, notamment dans le poème Daniel. Voilà, puis je fais référence aussi à un ouvrage d'Erwan Diantel sur les pratiques contemporaines spiritualistes ou néo-africaines à la Nouvelle-Orléans à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Voilà, donc ce mythe de la Conjure Woman qui est réactualisé par Beyoncé. Alors cette relation au blues, elle me semble très importante.
très importante parce qu'il n'y a pas de blues spécifiquement dans Lemonade, c'est plutôt un niveau méta qu'on va trouver du blues, puisque c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu goguenard sur les histoires d'infidélité de Jay-Z, et puis même trouver que c'est particulièrement cynique d'utiliser cette intrigue parce qu'on sait c'est comme le prince Harry, quoi, on sait que ça va marcher, donc elle fait de l'argent sur voilà, les histoires de coucherie de son mari. On est loin de la question de l'autonomie de l'art, pour reprendre les termes d'Adorno. Mais on sait, quand on a vu Lemonade, que ça part de cette histoire-là et qu'il y a une valeur beaucoup plus large après qui est prise, puisqu'il y a la question du Black Lives Matter, de la question de l'oppression des femmes noires, avec cette fameuse citation, ce sampling de Malcolm X sur la place de la femme noire aux États-Unis et les multiples oppressions qu'elle subit, donc préfiguration des thématiques de l'intersectionnalité aussi. Et c'est vrai que les blues prennent toujours le prétexte d'une souffrance amoureuse pour sans doute parler d'autre chose. Donc c'est le sens de la citation que j'ai mis à l'écran d'un grand auteur de la théorie africaine-américaine, Paul Gilroy, dans L'Atlantique noir, qui nous dit, voilà, les récits qui dominent la culture populaire noire sont habituellement des histoires d'amour ou plus précisément des histoires de perte d'amour. Et ils sont là précisément pour ne pas transmettre ouvertement quelque chose de beaucoup plus traumatisant, les détails concernant l'épreuve de l'esclavage. Et c'est vrai que c'est étonnant que le blues, comme genre musical qui naît à la fin du 19e siècle, donc dans l'immédiat après esclavage, n'y fait jamais référence. Alors que c'était pourtant de mémoire familiale, on était à 1-2 générations de l'esclavage, et pourtant il n'y a jamais de référence directe à l'esclavage. Et le sens, voilà, ces récits d'amour, nous dit Gilroy, et de perte transcodent systématiquement d'autres formes d'aspiration et de lamentation associées aux histoires de la dispersion et de l'exil et aux souvenirs de la terreur indicible. Et il me semble que c'est important de le souligner, ces histoires de la dispersion et de l'exil, parce que certains auteurs, je pense notamment à Ta-Nehisi Coates, qui est un auteur noir contemporain assez important, qui a écrit un roman justement sur la période de l'esclavage récemment qui s'appelle The Water Dancer, défend cette thèse que finalement l'esclavage n'était pas forcément un état d'absolue répression. Je ne me permettrai pas de le dire moi-même, mais je cite Ta-Nehisi Coates, auteur africain-américain, il dit « L'esclavage n'était pas forcément un état d'absolue répression, en fait les esclaves vivaient. Avaient une vie, ils ne faisaient pas que travailler. Le soir, ils revenaient, le week-end, le dimanche, ils avaient du jour de repos où ils travaillaient des fois pour eux, pour parfois racheter leur liberté. Et puis, ils avaient des relations sociales et des relations amoureuses, ils fondaient des familles. Par contre, ce qui était particulièrement terrible à l'époque de l'esclavage, c'était d'être sous la menace perpétuelle de la séparation des familles et de la revente de quelqu'un de votre famille. Voilà. Et c'est ça, ces histoires de dispersion et d'exil, c'est pas simplement être déporté d'Afrique, bien sûr, même s'il peut y avoir ce souvenir-là, mais c'est surtout le risque d'être séparé de sa famille. Et c'est peut-être ça que transcodent les chansons de blues qui parlent de séparation amoureuse. Donc ça nous fait voir différemment ces références au blues et ce récit de l'intrigue amoureuse dans Lemonade de Beyoncé, comme si elle se mettait dans la tradition justement des blues féminins des années 20 qui ont été particulièrement bien étudiés par Angela Davis. Angela Davis, donc la militante noire américaine, mais aussi universitaire, qui a publié cet ouvrage notamment qui est vraiment formidable, Blues et féminisme noir, étude de Gertrude Ma-Rainey, dont je parlais tout à l'heure, Bessie Smith et Billie Holiday, dans lequel en fait elle dit c'est vrai que le féminisme a dénigré la culture populaire et dénigré la culture populaire noire, enfin s'y est pas vraiment intéressé. Le féminisme noir, ou en tout cas les intellectuels noirs des années 20 n'étaient pas très à l'aise avec le blues. Parce que c'était un côté un peu vulgaire en fait de la culture noire américaine. Et à l'époque de la Renaissance de Harlem, donc le mouvement intellectuel des années 20 à New York, grand cas était fait des compositeurs noirs qui écrivaient de la musique classique, qui transformaient les negro spirituals, donc formes orales, religieuses nord-américaines, en des formes plus concertantes, plus symphoniques, plus classiques. Mais par contre, la musique de Bessie Smith, qui se vendait à plus d'1 million d'exemplaires dans les années 20, ou celle de Ma-Rainey, qui venait en fait de la tradition du blackface, des blackface minstrels, était un peu une source de honte pour ces intellectuels noirs américains qui recherchaient une forme de légitimité artistique. Et 60 ans après, Angela Davis replonge dans ce corpus et découvre en fait une liberté de ton dans lequel la sexualité, bisexualité, homosexualité et la possibilité de changer de partenaire régulièrement, le dédain pour le mariage est ouvertement assumé.
Et aussi la présence de la violence masculine sur les femmes noires, qui est décrite directement dans les paroles de ces blues. Et ce que nous dit, voilà, et c'est la citation à l'écran, ce que nous dit Angela Davis, c'était un des rares espaces culturels dans lequel s'élaborait un discours public sur la violence masculine. Et on sait très bien que justement, le propre de la violence masculine, c'est qu'elle s'exerce dans la sphère privée. Or là, le blues commercial, publié sur des labels comme Columbia, eh bien, on entendait des récits justement de cette violence perpétuée par les hommes noirs. En plus, c'était pas, donc ça venait déjà complexifier la question de l'oppression, avec cette remise en question des frontières entre sphère privée et sphère publique. Donc un deuxième argument pour associer Lemonade à cette tradition du blues. Donc là, j'ai un petit peu dévié par rapport à mon deuxième point qui était les religions afro-diasporiques. Et le troisième point, pour montrer comment cette simple chanson Hold Up, et je vais terminer là pour cette partie, tient des choses très diverses de manière très serrée, eh bien c'est la référence à la culture populaire contemporaine. C'est-à-dire que la référence à Pipi Lottiriste, elle est donnée comme ça, mais il ne s'agit pas de chercher une onction savante ou une onction voilà, artistique contemporaine qui aurait pour corollaire de s'éloigner justement de la culture populaire. Au contraire, ces références à la culture populaire contemporaine, elles sont très présentes avec voilà, ce Monster Truck. Peut-être on peut juste... Voilà, donc là, en très peu de temps, on a plusieurs références à un univers culturel que j'appellerais jamaïcain. Peut-être c'est un peu rapide, il faudrait le démontrer, mais il y a l'utilisation d'un slang, missing say, hein, qui peut faire référence à des formes de patois jamaïcains. Il y a ces sirènes qui sont vraiment typiques de l'environnement sonore du dancehall, de la dancehall, de la musique jamaïcaine contemporaine, qui est toujours très influente, notamment dans le rap du sud des États-Unis. Et puis ce conducteur en quad, et puis ça se termine par une sport, elle finit par rejoindre un monster truck, qui sont vraiment habituels dans les clips de musique dancehall contemporaine. Voilà. Et puis je signale aussi la référence à Tommy Swagon. Ça se termine comme ça, le morceau Hold Up, qui est une reprise, un signifying, et je vais venir sur ce concept, d'un hit de 2008, je crois, de Soulja Boy, un rappeur du Sud, il me semble, Turn My Swag On. Voilà, donc ça qui m'a semblé, voilà, sur un seul morceau, on peut voilà, trouver plusieurs couches de signification qui rendent complexe, en vérité, la musique de Beyoncé, qui nous place bien dans ce que tu as cité au début, Victor, sur la multiréférentialité de la pop. Alors, ce n'est pas propre à la pop, mais c'est une manière d'accéder à une forme d'épaisseur, à une forme de connivence, une forme de densité esthétique, la multiplicité des références. Évidemment, dans le domaine de la culture populaire, post-1950, ça nous renvoie à ce qu'a étudié les cultural studies, c'est-à-dire le fait de faire communauté des références qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde, mais qui vont créer une communauté d'insiders qui vont repérer ces références, à qui ces références vont parler. Et puis, il y a ce concept du signifying. Il y a ce concept du signifying qui est un terme vernaculaire, un terme populaire, un terme d'argot qui remonte voilà, très loin. Au XIXe siècle, on peut trouver cette notion de signifying, de l'argot noir américain. Alors, c'est quoi to signify ? En fait, donc évidemment pour les sémioticiens et pour les critiques littéraires, c'est du bonheur. Et Henry Louis Gates en a évidemment fait partie, mais c'est en même temps un peu le premier à en avoir fait un livre. Alors moi j'ai travaillé dans ma thèse sur un autre théoricien et écrivain noir américain qui s'appelle Ralph Ellison, qui déjà le théorise dans les années 1950. Ralph Ellison théorise cette notion de signifying, mais ça n'a pas eu l'ampleur qu'a eu ce livre de Henry Louis Gates en 1988, The Signifying Monkey. Et effectivement, The Signifying Monkey, le singe vanneur, on pourrait le traduire comme ça, c'est un trope rhétorique, mais c'est d'abord un toast, c'est d'abord un conte qui se transmet depuis le XVIIIe ou XIXe siècle aux États-Unis, dans les communautés noires américaines du sud des États-Unis. Et c'est quoi ce singe signifiant ? To signify, en fait, ça n'est pas signify something, c'est signify somebody. On ne signifie pas quelque chose, on signifie quelqu'un. C'est une action
référentiel, mais qui est adressé à un pair. C'est une forme de joute verbale, en fait. Et donc, on le trouve dans plein de situations performatives, que ce soit les toasts, ce qu'on appelle les toasts, les contes. D'ailleurs, à l'origine, voilà, le singe vanneur, c'est quoi? C'est une sorte de version noire américaine de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. C'est-à-dire que le corbeau est dans le rôle du bonnet, et le renard, par sa ruse, va réussir à récupérer le fromage. Et le renard est en bas, il vole pas, donc il est dominé par rapport au corbeau, mais par sa tchatch, par son intelligence, il va réussir à récupérer le fromage. C'est la même chose avec le signifying monkey, sauf que là, c'est un singe qui est opposé à un lion, et il le met en boîte, en quelque sorte. Et donc, on va signify somebody, c'est un double sens, en fait. C'est un double sens qui va se moquer de son interlocuteur. Et alors, dans le langage verbal, on voit à peu près ce que ça donne, mais dans le langage musical, ça va avoir une grande importance, notamment dans le monde du jazz, dans le domaine de l'improvisation. Et c'est vrai que le jazz, notamment dans les communautés du Sud-Ouest, à Kansas, à Oklahoma, utilisait beaucoup le signifying, dans le sens où il y avait le principe des jam sessions et des battles d'improvisateurs. Et notamment ce rituel des Trading 12. Trading 12, c'était le blues, les 12 bar blues, où on était sur une forme musicale simple, le blues, avec 3 accords, et les musiciens improvisaient chacun leur tour 12 mesures. Et en fait, les 12 mesures étaient souvent des commentaires musicaux de ce qui avait été improvisé dans les 12 mesures précédentes. Et c'était vraiment ça, typiquement, les signifying, c'est reprendre d'oreille une formule musicale improvisée juste avant et la faire mieux que l'autre ou l'embellir. Et évidemment, c'est cette virtuosité dans le fait de dire, bah, tu vois, je sais jouer la même chose que toi, mais je le fais en mieux. Ou alors, tu as fait une référence à un tel, mais moi, je la connais et je vais la doubler ou la transformer. C'est ça qui est précisément apprécié par le public. Voilà, bon, je vais passer sur cette citation de Gates. Je vais passer aussi sur cette statue, mais simplement pour dire, c'est un trope africain. Ici, c'est Eshu Elegbara, une divinité Yoruba, il me semble, qui justement a 2 visages. Et c'est cette ambiguïté sémantique qui est le propre du signifying. On dit une chose et autre chose, quelque chose de plus codé, qui est représenté par ce duo de visages, mais qu'on retrouve aussi dans la tradition européenne, romaine, avec Janus, hein, ou Hermès. Hein, d'une certaine manière, c'est une version de Hermès, on pourrait le dire. Alors, je vais terminer cet argument. Après, peut-être on peut faire une petite pause et puis vous demander un petit peu où vous voulez qu'on aille pour la suite. Mais pour réussir à condenser mon propos. Cette question du signifying, donc comment elle s'applique à Beyoncé? On voit que dans Hold Up, elle fait de multiples références, et notamment, tout simplement, Turn Me Swag On. Quand vous connaissez le hit précédent, eh bien, vous appréciez cette référence, et puis vous voyez qu'il y a une connivence malicieuse, à la fois irrévérencieuse et en hommage, et le signifying est toujours à la fois hommage et irrévérence, et en même temps, c'est ça qui permet de construire la tradition, hein. Et la Great Black Music se nourrit de cette sédimentation progressive des signifying d'une certaine manière, et Henry Lugetz le dit, pour la littérature c'est pareil, chaque livre dans la tradition africaine-américaine se signifie mutuellement, de Richard Wright à Ralph Ellison, de Ralph Ellison à James Baldwin, de James Baldwin à Wole Soyinka, etc. Eh bien, donc on pourrait dire, évidemment, notamment dans le domaine du rap et du hip-hop, et où on a vu qu'il y a beaucoup de sampling, donc cette pratique qui vient du rap, dans les Lemonade, eh bien, on pourrait dire chaque sample est une forme de signifying. Alors, je voudrais juste réfléchir sur le fait que ça ne va pas sans difficulté, ce genre d'interprétation. Et là, je voudrais citer un ethnographe de la production de rap qui s'appelle Joseph Schloss, qui a écrit un livre en 2004 qui s'appelle Making Beats, The Art of Sample-Based Hip-Hop, qui réfléchit beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'on avait eu pas mal d'articles pour dire « Ah ouais, les samplings, c'est vraiment du signifying, c'est trop bien, etc. » Et lui, il met en garde un peu là-dessus.
Il dit, bah, moi j'ai été voir les producteurs de rap, DJ Premier par exemple, ou d'autres très importants dans les années 90. Et voilà ce qu'il dit. Alors que ce genre de collage anachronique, hein, le sampling, on superpose différentes références, semble très prometteur pour tous les sémioticiens qui se disent qu'ils vont avoir du travail. Les producteurs de musique, ceux qui composent vraiment la musique, ne sont pas particulièrement concernés avec cet usage du sample pour dire quelque chose de social, de politique ou d'historique. Hein, donc pour construire la Great Black Music, si je devais le rapporter à mon propos. En fait, nous dit Schloss, le sens symbolique est systématiquement, et il est un peu dur, est systématiquement surestimé par les intellectuels comme motif pour le sampling. En fait, il me dit, en fait, les producteurs de hip-hop, quand ils samplent, c'est pour le son et pas pour le sens. Voilà. Donc voilà, il douche un peu les ardeurs des sémioticiens postmodernes qui avaient écrit article sur article qui avaient trouvé voilà, une sorte de poule aux odeurs pour leurs articles, d'interpréter le sample systématiquement comme des techniques sous l'angle du signifying. Et justement, ça me sert de transition avec cette deuxième partie. Je fais encore 10 minutes, ça va? Ou... Ouais, ça va? On est bon? Ok. Justement, je voudrais analyser l'usage du sample après avoir abordé la question de la diversité et de l'empilement des strates de sens dans Hold Up. Je voudrais aborder la question de l'utilisation du sampling dans Freedom et ce que j'ai appelé les fondations silencieuses de la Great Black Music. Parce que si vous voulez, quand on regarde les crédits de Lemonade, et puis quand on lisait un peu la presse à l'époque, on dit ah oui, et elle cite Malcolm X et elle utilise même les field recordings de John et Alan Lomax. Alors évidemment, moi, en tant que musicologue de la tradition noire, la musique des Lomax, c'est quelque chose de très important. On va en reparler. Tout le monde n'est pas forcément familier de ces ethnologues folkloristes du milieu du XXe siècle, même s'ils ont un rôle très important dans l'histoire de la pop, en fait. Il y a une biographie je vais y revenir, des frères Lomax qui s'appelle, enfin de Alan Lomax, qui dit The Man Who Recorded the World, voilà, l'homme qui a enregistré le monde, parce qu'ils ont énormément enregistré, et leurs enregistrements ont été à la base de beaucoup de productions de rock, notamment les Stones, les Beatles, en fait tout le moment du Swinging London des années 60 était informé par les collectages de John et Alan Lomax, et donc c'est donc des collecteurs qui ont enregistré la musique traditionnelle du sud des États-Unis, voilà, pour le dire en un mot. Et on va retrouver justement un field recording, un collectage de work song dans ce morceau de Beyoncé sur Lemonade, qui est le morceau Freedom. Alors, merci Emmanuel pour cette riche intervention. Et avant que vous ne finissiez, on va peut-être prendre des questions, s'il y en a, pour cette première partie. Faut le temps de souffler, je parle un peu vite aussi. Évidemment, oui, là j'étais rendu Non, mais peut-être qu'on peut discuter. Enfin, la suite, c'était donc Formation, c'était la question de l'ancrage à la Nouvelle-Orléans. Donc je peux peut-être passer à toute vitesse. Voilà. Non, mais je vous expose le plan. Effectivement, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez compris mon argument. C'était plutôt un niveau national, voire international. Qu'est-ce que la Great Black Music? Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se présenter. Évidemment, le mainstream vient de nulle part. Vient de New York, et n'est pas ancré quelque part. Et effectivement, quand on voit les crédits, il y a toute la Terre qui collabore avec Beyoncé parce qu'elle peut se permettre de jouer avec toute la Terre. Et en même temps, elle va. C'est là où elle est. C'est fort, quoi. Bon, moi aussi, je suis under the spell of Beyoncé, un peu comme nous tous. J'ai du mal à la critiquer, mais elle va effectivement dans Formation, notamment faire référence à des choses très précises, notamment Big Freedia, hein, qui est un artiste travesti de la scène bounce rap de la Nouvelle-Orléans, qu'on appelle parfois CC Bounce. Et effectivement, elle va faire ses références à la Nouvelle-Orléans qui incarne le traumatisme, un traumatisme fort de cet ouragan Katrina, mais surtout, voilà, est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou une catastrophe sociale? Et finalement, la catastrophe sociale qui a pris le relais de la catastrophe initiale. Et donc, elle va produire des sons locaux. Bon, le son trap de Formation est important aussi parce que
C'est vrai qu'on parlait de la dimension consensuelle du R&B des années 90. Effectivement, la trappe, tu parlais des injures, de la vulgarité, c'est une musique qui est devenue, qui s'est imposée comme le son de la deuxième partie des années 2010, mais qui à l'origine n'est pas forcément un son très consensuel. En tout cas, voilà, la trappe, c'est la face sombre, obscure aussi du rap. C'est pas du tout la face lumineuse. Et c'est intéressant qu'elle fasse appel au producteur Mike Will Made It pour faire cette musique avec ses sonorités de 808. Et une musique, alors là, pour le coup, qui ne signifie pas, en tout cas pas au sens du sampling. Toute la musique Dirty South, Bottom of the Map, comme on l'appelle parfois, justement, est une musique très minimaliste au niveau de la production, qui n'utilise pas de sampling. Au contraire de ces intellos de New York, comme DJ Premier, ou tous les... On pense à l'âge d'or du rap, qui est parfois regretté par des fans de rap. On pense à Tribe Called Quest, exactement, Notorious Big, qui multiplie des références subtiles. Et là, on va dire, c'est des références aux années 60, références à la funk, à la soul. Et effectivement, la musique de la Nouvelle-Orléans, bounce rap, la musique d'Atlanta, trap, fait tabula rasa de cet héritage. C'est vraiment... rien n'affiche, quoi, pour rester poli. Et juste, on a une boîte à rythme et puis un synthé et on envoie le son. Et quand on regarde les crédits, il n'y a aucun sampling, effectivement, dans Formation. Par contre, il y a des références à des acteurs de la ville qui sont au ras du plancher. Des références visuelles aux cultures musicales de la ville, hein, les cultures des parades, évidemment, tout le sens du mot formation arrive ici. Hein, voilà, les Black Indians, les Mardi Gras Indians, là, qui sont déguisés. Là, on a une femme Black Indians. Là, à gauche, c'est Lemonade. À droite, c'est des photographies de Lewis Watts dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment des traditions très locales. Il y a une belle expo, évidemment, en ce moment au musée du Quai Branly, hein, dont vous avez peut-être entendu parler, sur les Black Indians, auquel fait référence Beyoncé. Cette tradition des parades, qui va aussi ensuite être reprise dans la tournée Homecoming des universités américaines, et en particulier les noires américaines, mais les parades de la ville, de la Second Lines. D'ailleurs, on en voyait une fanfare dans Hold Up tout à l'heure en arrière-plan. Les Second Lines, donc c'est vraiment les traditions de la Nouvelle-Orléans. Et les traditions aussi des parades de Queen Diva à la Nouvelle-Orléans. Et puis finalement, le petit gamin qui finit par faire danser les CRS, enfin, je ne sais pas comment on les appelle aux États-Unis, en formation. Donc tout ce sens, très important. Ça aussi, c'est une référence très précise à la Nouvelle-Orléans, c'est l'autoroute Claiborne. L'autoroute Claiborne, qui est une autoroute qui a été construite dans les années 60, qui symbolise un peu le white flight. Dans les années 60, beaucoup la classe moyenne blanche a fui les centres-villes, notamment parce qu'il y avait la déségrégation. Et pour échapper à la carte scolaire, d'une certaine manière, et ne pas avoir à vivre à envoyer les enfants dans des écoles mixtes, eh bien, ils partaient à l'extérieur de la ville, dans des suburbs. Et l'autoroute symbolise le moyen de leur permettre de revenir travailler en ville, mais de rester chez eux le soir, et de laisser leurs enfants dans des quartiers plus ségrégés et blancs. Et cette autoroute a défiguré le quartier historique de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Trémé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les parades de Second Line, qui ont lieu tous les dimanches à la Nouvelle-Orléans, qui sont des parades de la fierté communautaire noire américaine, eh bien, très souvent, elles passent sous Claiborne Avenue, elles s'arrêtent sous Claiborne Avenue. D'une certaine manière, c'est pour maintenir les tracés des défilés en dépit des gestes urbanistiques qui ont défiguré l'habitat ancien de la ville noire, mais aussi d'un point de vue sonore, c'est un endroit où les fanfares de cuivre résonnent de manière excellente, quoi. Et donc j'ai assisté à des Second Lines où les gens restent une demi-heure, 3/4 d'heure à jouer tout le répertoire sous cette autoroute. C'est un non-lieu, c'est vraiment un endroit typique d'une modernité dégradée et triste, et qui a été réhabité par les marcheurs noirs de la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc on peut en faire une métaphore justement de cette marche contre la rationalisation des urbanistes de la ville. Une photo là encore de Lewis Watts, d'un orchestre de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle le Dirty Dozen Brass Band. Et peut-être le dernier point de cette troisième partie, c'était l'histoire des migrations, avec cette image là où vous vous rappelez Beyoncé qui tourne dans une Chevrolet ancienne. Et ça, c'est une référence à la culture de Houston, très précise. Alors, Beyoncé vient de Houston, et ça fait référence à ce qu'on appelle les slab cars, les voitures slow, loud and banging. C'est en fait la culture du tuning à Houston,
qui est très lié à la scène rap de la ville. Et d'ailleurs, bon, il y a des rappeurs connus comme DJ Screw, mais aussi George Floyd venait de Houston. Voilà. Et quand il y a eu la mort de George Floyd, c'était à Minneapolis, c'est ça, je ne sais plus. On a refait un peu son histoire, on s'est rendu compte qu'il avait fait une mixtape 10-15 ans plus tôt, avec DJ Screw d'ailleurs. Donc il a participé à l'histoire du rap, c'est tragique mais fascinant. Donc voilà, George Floyd faisait partie de cette culture, cette scène locale rap de Houston, qui était assez peu connue dans les années 90, et dans lequel le but était de tuner sa voiture, de disposer des enceintes, et de rouler très lentement dans la ville pour faire entendre le son de ce rap, qui est voilà, un marqueur enfin, un marqueur sonique de la présence noire, et un peu angoissant en fait pour la ville, d'entendre des voitures qui... Parce que voilà, la culture noire, dans la géographie, l'imaginaire de la ville, peut être menaçante, surtout dans le sud des États-Unis, à la Nouvelle-Orléans voilà, et à Houston. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Beyoncé, on peut dire, elle s'approprie la Nouvelle-Orléans, elle s'approprie le son de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, des procès lui ont été faits, parce que des images de Formation ont été empruntées à des producteurs locaux sans qu'ils soient crédités. Alors, elle a une maison à la Nouvelle-Orléans, donc sans doute une riche villa quelque part. Mais en fait, sa famille, sa mère vient de la Nouvelle-Orléans. Elle le dit d'ailleurs dans Formation, ma daddy Alabama, ma mama sweet Louisiana. Et en fait, ça c'est intéressant, c'est que la famille de Beyoncé, donc elle se définit non pas comme une noire américaine, comme une créole. Et une créole, donc, c'est cette tradition spécifique à la Louisiane, liée à la colonisation française, et à la tradition des libres de couleur. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'esclavage, en Louisiane, il y avait une réglementation différente où il y avait des esclaves, il y avait des citoyens libres blancs, et il y avait des citoyens afro-descendants, issus d'un métissage entre maîtres blancs et esclaves noirs, qui étaient libres, étaient émancipés. Et c'est de ce type de famille dont vient Beyoncé. Et évidemment, bon, on sait que Lemonade est un petit peu autour de cette question en fait, de la souffrance liée à cette histoire familiale. Mais simplement, ce que je voudrais dire, l'anecdote, c'est que en fait, la famille de Beyoncé, la mère de Beyoncé n'est pas née, je crois, en Louisiane. Ça remonte plutôt à l'époque de sa grand-mère, c'est-à-dire les années 20. Et il est probable, je ne suis pas sûr à 100%, mais que sa famille a déménagé après 1927. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1927? Il y a eu une énorme crue du Mississippi, The Great Flood. Encore, et qui a marqué, il y a beaucoup de blues qui parlent de ce Great Flood of 1927. Le chanteur John Boutet de la Nouvelle-Orléans fait beaucoup de chansons là-dessus, etc. Et donc en fait, Katrina, c'est une catastrophe naturelle, une catastrophe sociale, mais qui s'inscrit aussi dans une histoire longue des traumatismes socio-naturels des diasporas noires. Et donc, alors on sait qu'après Katrina, il y a beaucoup de Katrina Survivors, donc des habitants de la Nouvelle-Orléans. Alors évidemment, les habitants noirs ont été frappés en plein fouet par l'ouragan, pour des raisons sociales, mais beaucoup ont été vivre à Houston. Voilà. Et donc, il y a une relation très forte entre la Nouvelle-Orléans et Houston, et c'est un peu ça que célèbre Beyoncé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même, sa famille, a déménagé au cours d'un précédent traumatisme, 80 ans plus tôt, en 1927, probablement, là je ne suis pas totalement sûr de mes sources historiques, mais en tout cas il y a cette relation, cette histoire longue des migrations internes aux États-Unis, des catastrophes, de la résilience et de cette mémoire des catastrophes, une mémoire transmise familialement, que vient citer Beyoncé avec cet épisode des slap cars. Là aussi c'est une autre capture d'écran de Formation. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'avec Formation, il y avait un peu un point d'orgue aussi, et elle ne se contentait pas de célébrer la Great Black Music, mais elle essayait de s'enfoncer dans le tissu émotionnel et mémoriel de la Louisiane et du Texas, qui sont des États du Sud, mais qui sont sur le golfe du Mexique et qui sont connectés à l'ère caribéenne. On dit parfois que la Nouvelle-Orléans est la ville la plus au sud des États-Unis, la ville la plus africaine des États-Unis, mais aussi la ville la plus au nord des Caraïbes. C'est aussi, et ça c'est Glissant qui dit ça, la Louisiane fait partie de l'ère culturelle caribéenne. Et donc ça donne aussi une autre résonance à tout ce que je vous ai raconté plus tôt sur ces références à la Conjure Woman, ces références à la Santeria, ces références à Oshun, qui sont dès lors moins empruntées,
mais il y a aussi une épaisseur parce qu'elle arrive à relier sa propre histoire familiale et l'histoire aussi peut-être des gens de sa famille, des gens de son quartier, etc. Voilà. Donc voilà en gros quelle était la troisième partie de mon intervention. J'ai été très marqué par un article de Nicolas Payon, qui est un blogueur, grand spécialiste du rap. Vous connaissez peut-être, qui a un blog qui s'appelle Pure Baking Soda, qui est vraiment un grand spécialiste. Et il a écrit un article dans la revue Audimat qui s'appelle Le rap piraté par la Caraïbe. Et il nous parle de tous ces artistes contemporains, Future, Kodak Black, Denzel Curry, Gunplay, qui sont tous d'ascendance antillaise en fait. Mais ça, c'est très important, l'histoire pour ça, Great Black Music, c'est au-delà des États-Unis, parce qu'effectivement, il n'y a pas de jazz des années 20 sans les portoricains de Harlem, il n'y a pas de rap contemporain sans justement des gens comme même Young Thug qui est connecté à Haïti, etc., etc. Et voilà, et donc je trouve qu'aussi c'est une belle angle de lecture de l'album de Beyoncé. Et du fait qu'elle ne se contente plus d'un R&B consensuel pour se positionner dans l'espace culturel américain. Voilà. Voilà. Avant d'introduire justement la phase d'échange, je vais tenter justement d'élargir un peu. Après, je ne vous garantis pas la même densité théorique, mais je vais quand même m'avancer dans cet élargissement en partant justement du son pour aller vers le texte. Donc, normalement, on devrait avoir accès aux slides. Et avant d'ouvrir la discussion, donc, à la fois sur la question de musicologie qu'on vient de voir, je vous propose de lire ensemble les univers qui ont nourri la transition de Beyoncé depuis la sortie de Lemonade en 2016. Et donc, en tirant sur le fil de l'intervention d'Emmanuel et ainsi que l'intervention de Jennifer Padjemi sur la nécessité donc de poser un regard sur l'entourage de Beyoncé pour comprendre son évolution artistique, on va donc élargir le regard et sortir de l'échelle simplement musicale ou l'échelle simplement sociale et aller vers des échelles à la fois géographiques. On a commencé avec la Nouvelle-Orléans et Houston, et thématique pour comprendre donc la transition que j'ai voulu nommer From Hip Hop Diva to Woke Queen, lire une transition. Et cela part d'une recherche que j'ai voulu faire, c'est-à-dire de regarder Sorry avec un œil différent que l'œil du fan. Et donc à la première recherche, je suis tombé sur ce commentaire d'un internaute qui cite Maya Angelou, qui est on va dire, une auteure que j'ai parfois l'impression d'écouter lorsque j'écoute par exemple Lemonade ou Black is King. Et c'est ainsi que par pure coïncidence, donc en écoutant Sorry sur YouTube, je suis tombé sur ce commentaire qui cite Maya Angelou en ces termes que vous pouvez voir sur la slide. Et je peux vous lire. Each time a woman stands up for herself without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. Et donc, Beyoncé, porte-parole de la sororité, ou Beyoncé révise-t-elle bien ses classiques? Nous allons le voir donc dans les prochaines slides. Et lire cette transition, donc, c'est croiser ce que j'ai voulu nommer ici les univers de Beyoncé. Entendons univers ici par un ensemble d'influences émanant aussi bien de l'entourage que d'un conditionnement culturel et éducatif lié à la classe, au genre, voire à la race. Lire cette transition donc passe par l'analyse de plusieurs éléments et j'ai pu élaborer 3 univers. D'abord les lettres et Beyoncé par ses collaborations récentes avec Chimamanda Ngozi Adichie nous a démontré qu'elle tient aux lettres. Nous avons longuement abordé donc les enjeux féministes et sociopolitiques autour de cette collaboration, mais il est important pour moi de préciser, justement mettre sur la table que cette collaboration est avant tout une collaboration entre une artiste, chanteuse et musicienne et une auteure. C'est ainsi qu'elle va multiplier ce genre de conversation, notamment avec Warsan Shire, qui est poétesse, abordant les sujets comme la quête d'identité, les traumatismes des femmes, qui sera aussi... on a un peu commencé à parler de ces sujets avec Lemonade dans Hold Up. Par ailleurs, vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai mis Margaret Mitchell, Maya Angelou, voire Toni Morrison. On y vient. Prochaine slide. Donc, l'univers de l'image. Excusez-moi pour la double apostrophe.
Et Margaret Mitchell est l'auteur qui est donc derrière Autant porte le vent, dont l'adaptation cinématographique reste un classique américain. On se rappelle que Beyoncé vient d'une famille afro-américaine aux origines antillaises, de classe moyenne, et donc qui pouvait transmettre cette culture cinématographique à ses enfants. La mention du film Giant de George Stevens est juste illustratrice parce que c'est quand même pour moi la quintessence de la romantisation de la culture texane avec le ranch et les chevaux. Sujet sensible parce que je vous mets au défi de compter le nombre de chevaux que Beyoncé monte depuis qu'elle a commencé sa carrière. Il y en a pas mal. La remarquable donc photographie, pour en finir avec Spike Lee et Hitchcock, autant pour moi, voilà. De l'Amérique noire, de ces banlieues faites par Spike Lee, justement, ne saurait manquer dans cette liste que le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock vient compléter. Coqueluche, donc, les deux du cinéma américain, qui ont sans doute été regardés par Melina Matsuka, que je n'ai pas, dont je n'ai pas exposé de photos, qui est celle qui signe les clips Formation et Pretty Hurt. Les connexions sont possibles et impossibles. Et le dernier univers, c'est donc la culture du Sud. On en a déjà tellement parlé. Je vais juste rapidement brosser en complément de ce que Emmanuel vient de dire. Vous avez Houston, je ne vais plus revenir sur Houston. Je vais juste m'attarder, parce qu'on a parlé de jazz, peut-être moins de country. On comprendra pourquoi le Chili Corn plus tard. Mais Grace Jones, pourquoi je vous invite juste à regarder l'image et à imaginer Beyoncé sur scène et vous verrez qu'il y a de nombreuses comparaisons qu'on peut faire juste avec le style. La performance, c'est un autre sujet, mais surtout le look de Grace Jones et sa performance scénique. Il y a des éléments à la fois dans la mise en scène de soi, dans l'occupation de la scène, qui pour moi peuvent entrer dans les univers de Beyoncé. Et donc la prochaine slide, c'est ces univers permettent donc de comprendre les thèmes. Retour aux sources du sud des États-Unis et cet extrait de Formations dont Emmanuel parlait tout à l'heure, You mix the Negro with that Creole, make a Texas Bama. Ça en dit tout sur les origines de Houston et de la Nouvelle-Orléans. Alors, je ne vais pas passer Pure Honey parce que je pense qu'il y a des... il y a à la fin un contenu explicite et il y a des flashs. Donc, il y avait juste cette parole, enfin ce texte, c'est You can be both, meet in the middle, dance all night. C'est pas qu'une évocation justement au caractère engagé, au caractère justement impliqué dans les questions sociopolitiques, les questions sociales de façon, on va dire, particulière. C'est aussi le Sud comme partie des États-Unis de façon géographique, qui est reconnu et qui continue, qui a fait sa renommée et qui continue de faire sa renommée sur la fête, sur la musique, sur la danse, sur le côté plutôt festif des célébrations. Ce qui m'amène donc à justement faire les liens à la fois entre les textes et les figures littéraires dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, dont vous avez vu les images tout à l'heure. Sur la prochaine slide. Et j'introduis donc avec cet article d'Esther Degbury qui, en 2019, dans le Huffington Post, c'est un pour moi, c'est pas évident. Hein. Et donc je la cite, elle dit dans Homecoming, le documentaire de Beyoncé, la chanteuse débute le film avec une citation de Toni Morrison. 3 ans plus tôt, les fans de la chanteuse et de l'écrivaine avaient juré reconnaître une atmosphère semblable à celle dépeinte dans les romans de l'afro-américaine, dans le clip Formation et le film-album Lemonade. Moi, je dis, nous sommes nombreux donc à avoir cette impression lorsqu'on écoute Lemonade ou lorsqu'on regarde justement le contenu visuel que Beyoncé veut bien nous proposer. D'autres termes, Victor, d'autres thèmes littéraires peuvent être trouvés dans les univers de Beyoncé, notamment la sororité, on en a parlé un peu avec Emmanuel,
et la liberté et le droit des femmes noires à l'émotion ou à l'expression de cette émotion dans la sphère publique. Je passe rapidement, je viens juste à vous faire regarder cette strophe que j'ai trouvée dans Just for a Time de And Still I Rise de Maya Angelou, publié en 1978, et le refrain de Brown Skin Girl de Beyoncé et de Saint John et Jay-Z. On voit dans Maya Angelou, je vous le lis, I don't like reminiscing, nostalgia is not my forte, I don't spill tears on my yesterday's years, you were a precious pearl. How I love to see you shine, you were the perfect girl. Et dans le refrain de Brown Skin Girl en 2019, on voit Brown Skin Girl, your skin just like pearls, you're back against the world, I never trade you for anybody else, say. Moi je dis, les éléments textuels sont pareils, les intentions sont plutôt pareilles. Et vous vous souvenez, ma première interrogation, est-ce que Beyoncé porte-parole de la sororité ou Beyoncé révise ses classiques? Beyoncé évidemment révise ses classiques, mais Beyoncé aussi porte-parole de la sororité. Ça m'amène au dernier sujet dont on a déjà parlé, ce qui permet de passer directement à la dernière slide, qui est une question à tout le monde. En attendant donc les visuels de Renaissance, Epschild n'est pas... Enfin, on peut se poser la question de savoir si Epschild ne fait-il pas tout converger des univers de la Walk Queen. La question est ouverte. Sachant qu'il y a une question que j'avais par rapport aux photographes. Par rapport aux photographes, justement, qui avaient des photos étrangement similaires au visuel de Beyoncé. Est-ce qu'il n'y a pas de différents connus entre Beyoncé et le photographe justement? Non, pas du tout. Non, c'est marrant. En plus, le photographe est plutôt âgé. Il a plus de 75 ans. Et quand je lui ai écrit euh, pour lui parler de ça, je lui ai dit, bah, je vais publier dans une revue d'art contemporain, donc ce serait intéressant qu'il y ait tes photos. Et il m'a dit, ah, j'ai Beyoncé, ouais, non, les monnaies, non, excuse-moi, je ne connais pas, enfin, je n'ai pas vu. Ouais, franchement, ça me touche pas, etc. Et voilà, il a dit, waouh, il a pété un plomb, quoi, parce que tellement, en fait, en 3 jours, il a bossé comme un fou et il était hyper content de ce travail. Et il a dit, ouais, non, mais en fait, ouais, j'en étais resté à l'histoire en papier glacé avec Jay-Z, mais ouais, toutes ces strates et tout, donc, et il a adoré. Et surtout, ça valorisait son travail de manière étonnante, quoi. Ouais, ouais. Et là, j'ai montré que quelques photos, mais dans la revue La Criée, là, que je crois que vous connaissez, il y a il y a plein de parallèles qui sont assez troublants sur les danses de femmes blanches, enfin de femmes en blanc, hein, bien sûr. Euh, voilà. Donc non, non, il n'y a pas de... Non, c'est juste que après, voilà, c'est des images aussi, pas d'Épinal, mais c'est des images... bah, disons que la Nouvelle-Orléans, c'est particulier, quoi. C'est la ville où il y a le plus de tournages de films aux États-Unis. C'est quelque chose de... Voilà, il y a un univers visuel assez incroyable, quoi. Donc sur lequel elle surfe, quoi, d'une certaine manière. Mais... Je voulais montrer la suite des photos, mais Ok, mon ordinateur... Ah, mais il est là. Voilà. Tac. c'est à la fin, ouais. Avec quelques-unes, on va mettre en plein écran. Ouais, donc ça c'est quelque chose qu'on peut trouver effectivement en ligne et donc voilà, ouais, voilà, c'est. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, montrer cette photo. Ah oui, non, tout simplement, excusez-moi, c'est moi qui ai fait les montages parce qu'eux, ils n'ont pas eu les droits de faire les trucs de Beyoncé. Donc, il y a juste les photos de Lewis Watts sur, ouais, pour montrer. Euh, ouais, du coup, c'est peut-être un peu moins évident, mais, mais ouais, c'était un travail intéressant. C'était un travail intéressant sur l'eau, notamment. Il a beaucoup travaillé sur l'eau euh, à la Nouvelle-Orléans. Et l'artiste contemporaine suisse du début Oui. par rapport à Hold Up, Je n'ai pas suivi s'il y avait eu des questions de procès ou de discussion ou de négociation en amont, mais bon, il y a sûrement quelque chose. Ouais. Enfin, là, j'ai pas connaissance du détail des relations, même si, voilà, évidemment, la référence est ouais, évidente, quoi.
En tout cas, ça serait pas surprenant, parce que je pense qu'on va en parler justement là dans 15 jours, sur toute la question de l'inspiration, du plagiat, de la récupération. Ça serait pas étonnant, parce que Beyoncé a déjà été inquiétée, et vous l'avez rappelé, notamment sur Countdown, où là, elle a été condamnée, et je pense qu'il y a eu des dommages et intérêts. Mais c'est une question que je pense qu'on va aborder dans la dernière séance, sur cet aspect aussi finalement très curateur de Beyoncé maintenant, qui est curatrice de toute une création et qui invisibilise autant qu'elle Bien rend sûr. visible. Bien sûr, là, j'ai fait un entretien avec un danseur afro-américain de la Nouvelle-Orléans, qui avait été danseur de Big Freedia, dont on parlait tout à l'heure, et quelqu'un qui gagne sa vie en donnant des cours de danse. Il a des dizaines de références sur YouTube où on le voit danser. Donc, bon, c'est vraiment un bon danseur de la Nouvelle-Orléans. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Nouvelle-Orléans, c'était longtemps un lieu de production de la musique. Alors évidemment, on pense à la naissance du jazz dans les années 20, mais on pense aussi au rock and roll avec Chuck Berry, Fats Domino, et la soul des années 60. Il y avait les studios de Cosimo Matassa, etc. C'était vraiment des lieux où on produisait de la musique qui donnait le la de la pop nationale. Et ça s'est arrêté en fait dans les années 70. Et c'est vrai que la Nouvelle-Orléans est une ville en perpétuel déclin depuis 1860 sans doute. Et aujourd'hui, il y a une scène rap, mais finalement, il y a parfois des artistes qui en émergent, comme Manny Fresh, Lil Wayne, mais s'ils sont connus, c'est parce qu'ils ont réussi à s'en sortir, en fait, à partir, à aller à Atlanta, aller à Houston, etc. Et donc, c'est une ville qui ne produit plus de musique, et la musique bounce, finalement, elle est pas très populaire, quoi. Donc elle produit une musique à l'échelle locale, mais qui ne sort pas de l'échelle de la ville. Par contre, dans l'imaginaire, c'est l'onction absolue, ultime, quoi. Et Beyoncé n'est pas la seule à... Il y a Drake qui est venu faire un son, Megan Thee Stallion, etc. Et alors, pour revenir à ce danseur, il me racontait que justement les milieux rap de la Nouvelle-Orléans sont souvent en attente de ces stars qui viennent faire des clips. Et alors j'ai plus le morceau là, mais Beyoncé a fait un son bounce rap où elle utilise vraiment typiquement les sonorités et les rythmes très précis qui sont en usage dans la scène bounce. Mais il y a une forme d'amertume aussi des gens de la Nouvelle-Orléans. Oui, peut-être, ouais. Et ce danseur, souvent, en fait, donc ils viennent tourner des clips. Drake aussi l'a fait. Et là, tous les artistes locaux sont comme ça en attente de tourner dedans. Et il avait été au tournage il avait été embauché pour être un peu figurant danseur dans un clip de Beyoncé. Et comme il a été coupé au montage, il n'a perçu aucune rémunération. On va raconter ça, quoi. Et de même, il a fait un casting pour un clip de Megan Thee Stallion. Donc il n'a pas rencontré Megan Thee Stallion, mais c'est son directeur artistique qui est venu faire des castings avec des danseurs de la Nouvelle-Orléans. Lui, il a dansé. Il a montré plein de choses qu'il faisait, des pas de danse dont il avait la paternité. Donc on est vraiment dans le savoir oral, le vernaculaire. Il n'a pas été pris. Quand le clip est sorti, il a vu ses pas de danse repris dans la chorégraphie, quoi. Et évidemment, aucun droit. Voilà. Parce que voilà, et il y a une sorte de dimension Far West aussi dans cette. Et c'est une réalité très dure, quoi. Et donc c'était intéressant d'avoir ce témoignage. Je ne sais pas si je l'exploiterais d'un point de vue justement d'aller plus loin là-dessus. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Orléans est un lieu matriciel, bien que déchu de la production musicale contemporaine. Et ils ne se privent pas de l'utiliser mais les musiciens, les artistes locaux n'en bénéficient pas, quoi.